Bonjour les amis, désolé on n'aura pas une vidéo comme celle qu'on a d'habitude. On va faire une vidéo pour expliquer et pour parler de 10 questions qui reviennent beaucoup chez les étudiants en santé publique. Beaucoup m'ont contacté pour me poser ces différentes questions-là et on va essayer d'y répondre. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Moi je suis Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et sur cette chaîne YouTube on parle du contenu sur la santé publique, on parle de l'actualité sanitaire. Je partage également mon expérience en santé publique avec vous. Alors, quelle est la première question? Qu'est-ce que l'épidémiologie descriptive et en quoi est-elle importante? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épidémiologie descriptive, c'est l'étude de la répartition des maladies dans une population selon des caractéristiques telles que l'âge, le sexe, le lieu et le temps. C'est une épidémiologie qui permet de comprendre le fardeau des maladies, d'identifier les groupes à risque et d'établir les priorités de santé publique. Alors, c'est très important d'avoir des notions en épidémiologie descriptive lorsque vous faites dans la santé en général, parce que c'est grâce à l'épidémiologie descriptive que vous pourrez facilement présenter une situation, décrire un phénomène en santé selon les différentes caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure. Donc, ne vous attardez pas essentiellement sur l'épidémiologie analytique, mais il faut bien maîtriser l'épidémiologie descriptive, comment est-ce qu'on présente les données, comment est-ce qu'on les analyse, ça pourra venir par la suite, mais il faudrait savoir comment est-ce qu'on va présenter les données en fonction du type de données qu'on a à disposition. Alors, la deuxième question c'est, quelle est la différence entre la prévention primaire, secondaire et tertiaire? Alors, la prévention primaire vise à éviter l'apparition d'une maladie, par exemple la vaccination, la promotion de l'hygiène. Donc, généralement, on va vous dire, lorsqu'on fait santé publique, on va vous dire la prévention primaire permet de réduire l'incidence des maladies. Et la prévention secondaire permet de détecter une maladie à un stade précoce pour améliorer le pronostic. Donc, la prévention secondaire, quant à elle, va viser à réduire la prévalence de la maladie. Par exemple, lorsque vous faites le dépistage du cancer, vous faites de la prévention secondaire parce que vous allez essayer de voir s'il y a de nouvelles personnes qui ont été infectées en faisant le dépistage du cancer. Et là, ça vous permet de réduire la prévalence de la maladie. La prévention tertiaire, quant à elle, va viser à réduire les complications chez des personnes atteintes d'une maladie. Par exemple, la rééducation après un AVC. On va permettre de réduire les complications pour éviter qu'il y ait de plus en plus de complications après avoir été atteint d'une maladie. D'accord. Alors, on va passer à la troisième question. Comment est-ce que la notion de gradient social de santé impacte-t-elle la santé publique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gradient social de la santé désigne l'idée que les populations plus pauvres ou moins éduquées sont en moins bonne santé que les populations plus riches ou mieux éduquées. Dans la santé publique, quant à elle, va chercher à réduire ces inégalités en ciblant les déterminants sociaux de la santé, comme par exemple l'éducation, le revenu, l'accès aux soins. Donc, c'est important de comprendre ce gradient social de la santé, parce qu'on pense généralement que voilà, les populations plus pauvres ou alors moins éduquées sont en moins santé que les populations plus riches. Et nous, on veut réduire en santé publique ces différentes inégalités. Alors, on peut passer à la quatrième question, si vous le voulez bien. Quelles sont les étapes clés de la mise en œuvre d'un programme de santé publique? Alors, les étapes sont simples. Il y a d'abord, première étape, l'identification du problème de santé. La deuxième étape, l'analyse des besoins. Il faut savoir quels sont les besoins des personnes. Ensuite, on va définir les objectifs et les priorités. Ensuite, quatrième étape, on va planifier les interventions. Cinquième étape, on va mettre en œuvre le programme. Sixième étape, on va suivre et on va évaluer l'impact du programme. Alors, cinquième question, qu'est-ce qu'un taux d'incidence et comment se distingue-t-il de la prévalence d'une maladie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'incidence mesure le nombre de nouveaux cas d'une maladie sur une période donnée dans une population spécifique. Avec le taux d'incidence, on s'intéresse au nombre de nouveaux cas de la maladie. Pourtant, avec la prévalence, on va rechercher le nombre total de cas, que ce soit les anciens et les nouveaux cas qui sont présents à un moment donné. Donc, l'incidence est très utile pour comprendre la propagation de la maladie, tandis que la prévalence va donner une image de la charge globale de la maladie. Donc, les deux sont très importants en santé publique également. Alors, sixième question, quels sont les déterminants sociaux de la santé et pourquoi sont-ils importants? Alors, les déterminants sociaux de la santé incluent par exemple les facteurs comme le niveau d'éducation, l'emploi, la condition de logement,
l'accès aux services de santé, le contexte social et économique. Okay, ils sont importants parce que ça va influencer la santé des individus, souvent même plus que les facteurs biologiques seuls. Généralement, on pense que c'est les facteurs biologiques qui influencent la santé des personnes, mais je vous assure, lorsque vous étudiez tout cela, vous vous rendez compte que les déterminants sociaux, comme l'éducation, l'emploi, les conditions de logement, vous voyez, si une personne n'est pas éduquée, si une personne n'a pas de l'emploi, si une personne n'a pas de l'emploi, elle ne pourra pas avoir à manger. Okay? Si une personne n'est pas éduquée, elle ne pourra pas avoir un travail décent. Si une personne n'a pas une bonne condition de logement, elle ne pourra pas être logée quelque part. Okay? Et elle ne pourra pas se protéger contre les agressions environnementales. Donc, est-ce qu'on a également accès aux services de santé? Est-ce qu'il y a un bon contexte social et économique? Ça fait partie des déterminants sociaux de la santé. Alors, septième question, quelle est la différence entre un essai clinique randomisé et une étude observationnelle en épidémiologie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un essai clinique randomisé, c'est une étude expérimentale où les participants sont assignés de manière aléatoire à un groupe interventionnel. Okay? Ou alors un groupe de contrôle pour évaluer l'efficacité d'un traitement ou d'une intervention. C'est-à-dire, avec l'essai clinique randomisé, c'est une expérience qu'on va mener, une étude expérimentale. On va assigner aux participants, on va assigner les participants de manière aléatoire à un groupe, soit d'observation, ou alors un groupe de contrôle. On va évaluer facilement l'efficacité du traitement. On pourra faire une vidéo beaucoup plus détaillée pour voir comment cela se passe. Mais il faut savoir qu'une étude observationnelle, quant à elle, va permettre de suivre les individus sans interférer. Avec l'étude observationnelle, on va juste observer les résultats dans les groupes exposés ou non exposés à un facteur de risque ou à une intervention. Elle ne permet pas, il faut bien le noter, de conclure à une causalité directe aussi fermement qu'un essai randomisé. On est tous d'accord là-dessus. Avec l'étude observationnelle, on ne peut pas conclure qu'il y a une causalité directe. On peut dire qu'il y a un facteur de risque, il y a une plus grande probabilité d'avoir ce phénomène. Alors, huitième question, quels sont les principaux indicateurs utilisés pour évaluer l'état de santé d'une population? Alors, il y a plusieurs indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer l'état de santé d'une population. On aura par exemple l'espérance de vie. Okay? Ça sont des indicateurs utilisés, des indicateurs clés, okay? Des indicateurs principaux. On a l'espérance de vie, c'est la durée moyenne de vie dans une population. Okay? On va savoir par exemple à l'aide de cet indicateur, est-ce que les gens meurent beaucoup? Est-ce que les gens sont exposés à des facteurs de risque qui vont faire en sorte qu'ils puissent mourir très vite? Okay? Et le deuxième, c'est la mortalité infantile. Et ici, la mortalité infantile, c'est le nombre de décès d'enfants de moins de 1 an par 1000 naissances vivantes. Donc avec la mortalité infantile, on va voir quel est le nombre de décès d'enfants de moins de 1 an dans 1000 naissances vivantes. Et ça, c'est un indicateur important parce que ça permet de voir, par exemple, est-ce qu'on a un système de santé qui permet de s'assurer que les enfants soient protégés, parce que la santé infantile est très importante et il faudrait qu'on s'assure que on a moins d'enfants qui décèdent, okay? Ou alors qu'on a mis en place des mécanismes pour s'assurer que les enfants qui naissent peuvent vivre au-delà d'un an. Mais s'ils meurent beaucoup, okay, si le taux de mortalité infantile est très élevé, alors c'est un indicateur qui va nous permettre de savoir que il y a beaucoup de choses à faire. Comme autre indicateur, on a le taux de morbidité. Le taux de morbidité, c'est la mesure de la fréquence des maladies dans une population. On peut voir le taux de morbidité global, ou alors le taux de morbidité brut, ou alors le taux de morbidité spécifique à une maladie particulière. Ensuite, on a l'incidence et la prévalence des maladies. On peut étudier l'incidence et la prévalence de chaque maladie principalement pour évaluer l'état de santé de la population. Et le dernier indicateur très important ici, c'est le DALYS, ce qu'on appelle Disability Adjusted Life Years. Okay? Les années de vie ajustées sur l'incapacité. Ça, c'est un indicateur qui va combiner mortalité, okay, et morbidité pour évaluer le fardeau des maladies. On va voir est-ce que lorsque les personnes sont malades, comment est-ce que ces maladies altèrent le niveau de bien-être. Alors, on va aller directement à la 9e question. Qu'est-ce que la santé globale et comment se distingue-t-elle de la santé publique? La réponse c'est que la santé globale se concentre sur les problèmes de santé qui dépassent ou alors qui transcendent les frontières nationales avec une approche beaucoup plus collaborative pour répondre aux besoins sanitaires mondiaux. Donc, la santé globale va inclure par exemple les pandémies, les inégalités sanitaires mondiales, c'est-à-dire entre les pays, et les crises sanitaires internationales. La santé publique est beaucoup plus orientée vers l'amélioration de la santé dans la population au sein d'un pays ou bien d'une communauté spécifique
et on est tous d'accord que cette discipline soit liée, parce que même en santé publique, on s'intéresse également aux pandémies, aux événements de santé qu'il y a dans d'autres pays. Mais vous allez certainement vous rendre compte qu'il y a plusieurs masters. Par exemple, on va vous dire master en santé globale, master en santé publique. Mais ces deux thèmes sont liés, ok, même dans la pratique, à juste ces différences que je viens de citer tout à l'heure. Et ensuite, on passe à la dernière question. Pourquoi l'évaluation d'impact en santé est-elle cruciale pour les politiques publiques? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'évaluation d'impact en santé est un processus systématique qui va permettre de juger les effets potentiels d'une politique ou d'un projet sur la santé des populations avant sa mise en œuvre. C'est très important pour maximiser les bénéfices pour la santé et minimiser les risques, surtout en s'assurant que les inégalités en matière de santé ne sont pas exacerbées par les interventions politiques. Voilà, on a fait le tour des quelques 10 questions. Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on pourrait revenir, mais on se sera fait pour une prochaine fois. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme celle-ci, ou vous souhaitez qu'on s'appesantisse beaucoup plus sur une question en particulier. Voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ok, et partager la vidéo si elle vous a plu. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.